Bonjour, bonjour, c'est Robin du podcast de l'externe. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un item de neurologie sur l'épilepsie de l'enfant et de l'adulte. C'est donc l'item 105. Allez, on commence directement par la définition de la crise d'épilepsie et de la maladie épileptique. Ce sont deux entités un petit peu différentes. Voilà, donc comme on nous dit, il faut distinguer les notions de crise d'épilepsie et de maladie épileptique. Donc la crise d'épilepsie, c'est la survenue transitoire et brutale de manière imprévisible de signes et ou de symptômes cliniques très variés, tout ça dû à une activité neuronale cérébrale excessive et anormalement synchrone. Voilà. L'épilepsie, donc les épilepsies, c'est ce qui définit un petit peu les maladies épileptiques. Ce sont des maladies cérébrales chroniques qui sont caractérisées par une triade qu'on va citer juste là. Premier élément, ça va être la survenue d'au moins une crise épileptique, que l'on vient de définir. Deuxième pied de la triade, c'est une prédisposition cérébrale durable à générer des crises. Et troisième élément, c'est que les conséquences de ces crises d'épilepsie sont neurobiologiques, neuropsychologiques, sociales et également psychiatriques. Voilà donc, cette triade-là définit les maladies cérébrales chroniques, autrement appelées maladies épileptiques. Il y a une prévalence de 0,5 à 1% et une incidence de 0,5 pour 1000 habitants par an. Voilà pour la petite définition de crise d'épilepsie et de maladie épileptique. Alors maintenant, on va voir la définition d'un état de mal épileptique. Donc il y a deux entités, il y a l'état de mal menaçant et l'état de mal installé. L'état de mal menaçant, c'est une crise qui dure plus de 5 minutes et qui dépend en gros du délai d'administration de la première ligne de traitement. L'état de mal installé, quant à lui, c'est une crise qui dure plus de 30 minutes. Et donc ça, c'est grave parce que ça met en jeu le pronostic vital en cas de crise généralisée tonico-clonique, c'est-à-dire lorsqu'on a des convulsions, donc le patient en tout cas a des convulsions, ou lorsqu'il y a des crises qui se répètent sans reprise de conscience. Donc là, c'est un état de coma ou de trouble de la conscience en tout cas. Voilà pour l'état de mal épileptique, donc soit menaçant, crise qui dure plus de 5 minutes, et l'état de mal installé, c'est une crise qui dure plus de 30 minutes. Alors, on va voir un petit peu maintenant comment se fait la classification syndromique des crises d'épilepsie et son intérêt pronostique. Donc là, le descriptif crise généralisée, crise partielle et crise idiopathique ou lésionnelle n'a pas été repris. Il s'agit d'une terminologie désuète et abandonnée. Donc, on va utiliser d'autres termes. Donc, la classification et le diagnostic syndromique. Donc déjà, un syndrome, ça se définit comme une association non fortuite de signes élémentaires cliniques, voire même paracliniques. Donc, plusieurs éléments qui coïncident entre eux, mais de manière logique, en fait, voilà, pour définir un syndrome. L'identification du syndrome épileptique permet en effet d'orienter la recherche étiologique, le choix du traitement antiépileptique, de formuler un pronostic évolutif de l'épilepsie et d'un éventuel handicap psychiatrique ou cognitif qui serait associé. Donc premièrement, on va voir un petit peu les principes de la classification syndromique. Les syndromes, ils sont définis selon plusieurs choses. Premièrement, l'âge de début des crises. Ensuite, le ou les types de crises qui sont prédominants. Ensuite, l'EEG, donc l'électroencéphalogramme intercritique. Donc ça, c'est toujours. Et aussi l'électroencéphalogramme critique, donc au cours de la crise. Ça, c'est parfois. On peut l'utiliser parfois, mais bon, généralement, c'est surtout intercritique, puisqu'on a du mal à faire un EEG pendant qu'il y a une crise. Ensuite, on va définir les syndromes par l'examen neurologique. Est-ce qu'il est normal ou est-ce qu'il y a des signes de focalisation dans les formes d'épilepsie focale? Et enfin, il y aura l'examen neuropsychologique. Donc là, il peut être normal aussi. Ou après, on peut avoir des déficits plus ou moins marqués dans les épilepsies focales. Les épilepsies généralisées génétiques, on aura des anomalies. Et aussi, il peut y avoir des troubles du développement dans les encéphalopathies épileptiques. Et enfin, on pourra déterminer aussi le pronostic en fonction du syndrome.
Donc là, il y a quelques syndromes à connaître. Ça fait partie des objectifs spécifiques dédiés à ce chapitre. Il y en a 6 qui est intéressant de connaître. Donc le premier, c'est l'épilepsie absence de l'enfant. Ensuite, il va y avoir l'épilepsie myoclonique juvénile, donc avec des clonies musculaires, avec des spasmes musculaires. Ensuite, il y a l'épilepsie avec des crises tonico-cloniques seules. Autrefois, on appelait ça l'épilepsie du réveil. Donc maintenant, c'est l'épilepsie avec crise tonico-clonique seule. Ensuite, il y a le syndrome de West, qui est un syndrome épileptique. Il y a plusieurs atteintes cliniques, on va le voir, je pense, mais entre autres l'épilepsie qui est au premier plan. Après, on a des syndromes un peu spéciaux. Ça va être les crises hyperthermiques simples et les crises hyperthermiques compliquées. Et enfin, l'épilepsie temporale médiale sur sclérose de l'hippocampe. Voilà pour l'autre syndrome, le dernier syndrome à connaître. Alors, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut définir une épilepsie idiopathique, donc qu'on présume génétique, et connaître la classification étiologique des épilepsies. Donc là, les causes des épilepsies sont classées dans 5 grandes catégories qui ne sont pas mutuellement exclusives, c'est-à-dire que ça peut appartenir à plusieurs catégories. Premièrement, ça va être les causes génétiques. Donc ça, c'est la cause la plus importante puisque ça représente 40% des épilepsies. Mais il y en a seulement quelques-unes qui sont accessibles à un diagnostic génétique précis. Les autres sont rapportées à une origine génétique présumée, sur les données électrocliniques, l'histoire familiale aussi, et elles sont dites génétiques présumées. Donc en fait, c'est un peu idiopathique, quoi. Ça vient d'être réintroduit, cette notion d'idiopathique, dans la classification internationale, mais ça ne désigne plus que 4 syndromes épileptiques au sein de ces épilepsies généralisées génétiques. Donc parmi celles qu'on vient de dire, il y a l'épilepsie absence de l'enfant, il y a l'épilepsie absence de l'adolescent, un peu différent, l'épilepsie myoclonique juvénile, et enfin l'épilepsie avec des crises généralisées tonico-cloniques seules. Donc ça, c'est 4 syndromes épileptiques qui font partie de ces épilepsies généralisées génétiques ou idiopathiques. Voilà, parce qu'il y en a certaines, on ne sait pas trop sur quel gène il y a une anomalie, quoi. Mais on présume que c'est de manière génétique que ça se déclare. Après, il y a les causes structurelles ou lésionnelles. Donc ça peut être congénital. Soit il peut y avoir des malformations du cortex cérébral, des malformations vasculaires aussi. Ou ça peut être des lésions acquises, donc par exemple post-traumatiques, tumorales, vasculaires, etc. Et ça peut donner des épilepsies. Après, on va voir les causes inflammatoires ou dysimmunitaires. Donc là, notamment les encéphalites auto-immunes qui peuvent générer des épilepsies. Ça fait déjà 3 causes, il nous en reste encore 2. Il y a les causes infectieuses, donc ça peut arriver après une méningite ou après une encéphalite. Donc voilà, cause infectieuse. Et enfin, les causes métaboliques, ça peut être secondaire à une cause génétique ou à une cause acquise, notamment. Donc voilà, par exemple, cause génétique et métabolique, ça peut inclure, j'ai inversé le R et le E, on va dire ça. Ça peut s'inclure dans ces 2 causes-là, génétique et métabolique. Et lorsqu'aucune cause n'est suspectée ou identifiée, l'étiologie est dite inconnue. Voilà, ça peut arriver. Après toutes les recherches, on ne trouve pas d'étiologie spécifique. On ne peut même pas l'inclure dans les causes génétiques idiopathiques, /idiopathiques. Donc on va parler d'épilepsie d'origine inconnue. Voilà. Donc maintenant, on va voir les principaux facteurs de risque de survenue d'une crise. Donc là, les facteurs de risque de survenue d'une crise d'épilepsie, ça va être la privation de sommeil, la stimulation lumineuse intermittente, à travers l'exposition aux écrans par exemple, qu'on connaît tous. Ça peut être aussi l'arrêt d'un traitement par benzodiazépine au long cours. Ça peut être aussi la prise ou le sevrage de toxiques, bien sûr, comme la THC, l'héroïne, l'alcool, etc. Syndrome de sevrage. Et alors maintenant, on va regarder un petit peu les signes cliniques d'une épilepsie ou d'une crise d'épilepsie, en tout cas tonico-clonique. Les myoclonies, les absences typiques, voilà, les quelques crises focales telles que les crises de la région centrale, les crises temporales internes, etc. Donc là, on va voir un petit peu tous ces signes cliniques.
Donc déjà, pour les crises généralisées, il y a 2 grandes catégories de signes cliniques qui sont habituels dans les crises généralisées. Il va y avoir premièrement les signes moteurs, donc qui sont d'emblée bilatéraux et symétriques. Voilà, ça a longtemps été appelé des convulsions. Voilà, attention, donc on nous précise que bien que faisant partie des situations de départ, ce terme ne fait plus partie de la classification internationale et ne doit plus être employé. Voilà, donc on parle de crise tonico-clonique, mais on ne parle pas de convulsions. Les signes moteurs peuvent être toniques, voilà, l'enfant ou la personne qui est juste raide. Ça peut être clonique, donc des spasmes. Ça peut être tonico-clonique, donc l'association des deux, et ça peut être aussi myoclonique. Et enfin, en plus des signes moteurs, on peut avoir des troubles de la conscience. Enfin, on a forcément des troubles de la conscience même. Ça, c'était les grandes catégories de signes cliniques. Donc, signes moteurs, troubles de la conscience. Ensuite, on va classer ces crises généralisées. Donc là, c'est l'identification des signes cliniques principaux qui vont permettre de classer les crises généralisées. Donc, celles qui ont des signes moteurs, entre guillemets les convulsions, même si on n'utilise plus ce mot, au premier plan. Donc là, ça va être par exemple les crises tonico-cloniques et les crises myocloniques. Et ensuite, il y a plutôt des épilepsies où c'est l'altération de la conscience qui sera au premier plan. Et donc là, ça sera par exemple les absences typiques. Donc voilà, ça sera plutôt une épilepsie de type absence. Et donc là, on va voir une présentation clinique de quelques crises généralisées. Donc on va commencer par la crise généralisée tonico-clonique, c'est celle qui nous vient le premier à l'esprit, je pense, quand on parle d'épilepsie. Donc il y a déjà la phase tonique qui dure de 20 à 30 secondes. Et donc là, ce qu'on observe, c'est des vocalisations, donc des émissions de son, l'abolition de la conscience, une contraction tonique soutenue axiale, donc du tronc et des membres également. Il y a une apnée avec de la cyanose. Je vais éternuer. Non, c'est bon, ça a l'air de passer. Il y a des troubles végétatifs importants, donc une tachycardie, une mydriase, une hypersécrétion bronchique et salivaire, et on peut avoir aussi possiblement une morsure latérale de la langue. Donc ça, c'est la phase tonique. Ensuite, on a la phase clonique. Pour qu'on ait une crise généralisée tonico-clonique, il faut qu'on ait l'association des deux. Donc après la phase tonique, on a la phase clonique, qui dure elle aussi 20 à 30 secondes. Et donc là, il y a des secousses bilatérales qui sont synchrones, intenses, et qui s'espacent progressivement. Et c'est ce qu'on appelait autrefois les convulsions. Ça parle à tout le monde de ça. Et enfin, troisième phase, ça va être la phase résolutive, qui est aussi appelée phase post-critique. Et elle dure en général quelques minutes. Donc là, on a une altération profonde de la conscience, donc perte de connaissance, une hypotonie généralisée, avec la possibilité d'une énurésie, donc de l'émission d'urine. On peut avoir un stertor, puis des signes de réveil. Alors stertor, je vais aller vous trouver la définition pour tous ceux à qui ça ne parle pas, dont je fais partie. Donc c'est un terme médical qui désigne une respiration bruyante et intense accompagnée d'un ronflement. On peut l'appeler aussi le gasp. Voilà, donc dans les personnes qui sont en cours de décès, c'est cette respiration bruyante et intense qui est accompagnée d'un ronflement. Voilà, donc c'est le stertor. Voilà. Donc on peut avoir ce signe clinique-là. Et ensuite, on a des signes de réveil qui est progressif et qui est marqué par une confusion et parfois même une agitation. Le sujet ne garde aucun souvenir de la crise et de sa période post-critique. Et enfin, la phase post-critique, elle comporte souvent des céphalées, des myalgies, courbatures, douleurs musculaires, des douleurs en relation avec la morsure de la langue s'il y a eu, le traumatisme occasionné par la chute également. On peut aussi avoir une luxation d'épaule ou un tassement vertébral même, qui peuvent survenir au cours de la phase tonique. Donc voilà, après, avec le réveil, on a tous ces symptômes-là qui peuvent apparaître. Voilà un petit peu la définition et la description clinique de la crise généralisée tonico-clonique. Ensuite, la crise myoclonique. Donc là, ce sont les seules crises généralisées qui n'ont pas de troubles de la conscience.
Elles sont très brèves, donc elles peuvent durer même moins de 1 seconde à quelques secondes. Et elles vont comporter des secousses musculaires très brèves, isolées ou répétées en courtes salves, avec lâchage ou projection de l'objet tenu. Plus rarement, on a aussi une chute brutale en pleine conscience, donc lorsqu'on a une myoclonie par exemple des membres inférieurs qui ne vont plus soutenir la personne. Et donc ces crises myocloniques sont spontanées ou provoquées par des stimulations, en particulier une stimulation lumineuse intermittente, notamment lors de l'exposition aux écrans. Elles sont fréquentes, ces crises myocloniques, immédiatement après le réveil, et elles doivent être distinguées des myoclonies physiologiques qui surviennent à l'endormissement. Ça, je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu, c'est on s'endort, des fois même on a l'impression de tomber et on va avoir des secousses un peu musculaires, ou même il y en a qui l'ont sans faire spécialement ce rêve-là, mais voilà, des petites secousses musculaires. Donc ça, c'est des myoclonies physiologiques. Lorsqu'on s'endort, ça c'est normal. Ça, faut pas que ce soit confondu avec les crises myocloniques, qui elles sont plutôt au réveil et pas lors de l'endormissement. Voilà pour la crise myoclonique, donc pas de trouble de la conscience pour le coup. Et après, l'absence typique, donc ça va comporter un trouble de la conscience isolé, c'est-à-dire qu'on a une perte de connaissance sans chute. Le début de cette absence typique et la fin est brutale, avec un arrêt de l'activité en cours, une fixité, voire même un plafonnement du regard pendant quelques secondes. Et ça, c'est favorisé par l'hyperpnée, le fait de respirer très, très intensément. Et donc là, l'EEG, électroencéphalogramme au cours de l'absence typique, se caractérise par une décharge paroxystique généralisée qui se fait de manière bilatérale, symétrique et synchrone avec des pointes ondes à 3 Hz, de début et de fin brusques, comme on l'a dit, de quelques secondes, donc c'est assez court, et ça interrompt une activité de fond qui est normale. Cet aspect d'ailleurs de l'électroencéphalogramme critique est pathognomonique des absences typiques. Voilà, donc si on arrive à faire un EEG pendant une absence typique, eh bien on peut vraiment mettre ce diagnostic-là sans aucun doute. Voilà, pour la petite anecdote, moi j'ai un pote qui est épileptique avec des absences là, et on l'a découvert au cours d'une soirée. On avait un peu bu d'alcool, mais voilà, sans plus quoi, il n'était pas non plus arraché. Et il était debout face à un mur. Voilà, il était face à un mur, il bougeait plus, il faisait rien, il avait les yeux ouverts et tout ça. Et après, quelques secondes après, il s'est remis à nous parler normalement. On lui a demandé ce qui venait de se passer. Il a dit que il savait pas de quoi on parlait. Enfin, il était là mais rien, on parle juste normal. Il n'avait pas capté qu'il était en train de faire cette crise-là. Et donc, on lui a dit, là, c'est pas normal. Il est allé voir son médecin, le neurologue, etc. Et donc, il y a eu ce diagnostic d'épilepsie avec absence typique. Et voilà, c'est quelque chose qu'il ne savait pas, qui a été découvert au cours de cette soirée-là. Donc, c'est vrai que pour les gens qui sont autour, pour les témoins, c'est assez bizarre. Et voilà, faut pas se dire que faut pas mettre ça sur le compte de l'alcool spécifiquement. Faut vraiment essayer de creuser un peu plus. Si vous voyez quelqu'un à qui ça arrive. Alors, les crises focales. Donc ça, c'est un peu différent des crises généralisées, même complètement différent. Donc là, les signes ou les symptômes focaux vont traduire une perturbation fonctionnelle des zones corticales qui sont impliquées par la décharge épileptique initiale et par sa propagation aussi. Donc là, c'est l'analyse précise de la séquence temporelle des signes cliniques qui va permettre de localiser précisément l'origine de ces crises focales. Donc là, il y a quelques exemples de crises focales qu'on va citer. Il y en a 2. Il va y avoir la phénoménologie clinique des crises temporales internes. Et après, on verra celle des crises de la région centrale. Donc pour les crises temporales internes. Donc voilà, tout simplement, ça se fait au niveau du cortex temporal sur la partie interne. Donc, il va y avoir des sensations subjectives initiales végétatives, c'est-à-dire une sensation épigastrique ascendante, donc qui vient de l'estomac, qui remonte un peu le long de l'œsophage par exemple, une sensation de chaleur aussi. Après, on peut avoir des sensations émotionnelles comme de l'angoisse, et aussi des sensations mnésiques, ou des troubles un peu mnésiques, donc comme une illusion de déjà-vu, un état de rêve qui correspond à une hallucination visuelle complexe d'un souvenir
qui est revécu par exemple par le patient en pleine conscience. Donc ça va être des situations subjectives qui vont initier un petit peu cette crise temporale interne. Après ceci, cette première phase, on aura des troubles de la conscience qui seront inconstants et toujours secondaires par contre quand ça sera présent. Ça commence jamais par un trouble de la conscience. Après, on peut avoir des automatismes oro-alimentaires, donc de mâchonnement le plus souvent, qui sera secondaire également. On peut avoir des automatismes gestuels élémentaires, comme de l'émiettement, comme un peu si on effritait quelque chose dans les doigts, avec ce petit bruit-là. Voilà, petit ASMR. Une manipulation aussi, donc le fait de triturer quelque chose dans sa main, c'est des automatismes gestuels élémentaires. La durée, elle est prolongée et supérieure à 1 minute. Et exceptionnellement, il peut y avoir des généralisations tonico-cloniques de manière secondaire. Quand il y a un traitement, en tout cas, c'est très exceptionnel. Et donc ça, c'est les crises temporales internes. Maintenant, on va voir la phénoménologie clinique des crises de la région centrale. Donc là, ça commence d'abord par des paresthésies ou des clonies conscientes qui vont débuter typiquement au niveau de la main avec une progression ascendante le long du membre supérieur et puis ensuite l'implication de la face. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la marche Bravais-jacksonienne. Bravais, donc B-R-A-V-A-I-S, et jacksonienne comme Jackson, Michael Jackson, et donc l'adjectif un peu lié à ce nom. C'est la marche Bravais-jacksonienne. Et après, on peut avoir un possible déficit moteur ou sensitif post-critique du membre et ou de la face impliqué, donc du membre impliqué par les clonies ou les paresthésies. On peut avoir un petit déficit moteur ou sensitif après cette crise-là. Voilà pour les crises de la région centrale. Allez, maintenant, on va voir les diagnostics différentiels des crises d'épilepsie. Donc là, déjà, il y a différentes étapes qui sont nécessaires pour établir le diagnostic. Déjà, pour faire le diagnostic positif d'une crise d'épilepsie non symptomatique aiguë, il faut confirmer la nature épileptique du malaise initial, il faut confirmer son caractère non provoqué, et voilà. Après, on y reviendra un petit peu plus en détail dans les items 342 et 346 pour les crises symptomatiques aiguës. Donc là, c'est des items qui parlent de malaise, perte de connaissance, crise d'épilepsie. Et le 346, c'est les convulsions de l'enfant. Donc ça, je ne pense pas qu'on les ait encore fait. Donc on y reviendra un peu plus en détail plus tard. Et ensuite, pour faire le diagnostic différentiel d'une crise d'épilepsie, donc devant la suspicion d'une crise généralisée tonico-clonique, il y a principalement 2 diagnostics qui peuvent être discutés. Premièrement, les syncopes. Donc là, ça peut survenir dans un contexte particulier, à l'effort, lors de la miction, lors de la toux, au moment de ressentir une douleur. Voilà. Il y a des signes lipothymiques qui sont associés, c'est-à-dire qu'on le sent venir. Avec des prodromes souvent, ça peut comporter des phénomènes de version tonique. Il peut y avoir aussi des trémulations possibles de manière répétée, mais ça c'est pas aussi rythmique que les clonies, c'est un peu différent. Mais dans les syncopes, il y a une reprise de conscience rapide, il n'y a pas de confusion post-critique. Et par contre, il y a la perte d'urine et la morsure de la langue, de la pointe généralement de la langue et pas du bord externe, qui sont possibles. Donc des fois quand on demande s'il y a une émission d'urine ou morsure de langue, faut faire attention parce que ça peut être aussi le cas dans les syncopes. Voilà pour ça, pour ce premier diagnostic. Et le deuxième diagnostic devant une suspicion de crise généralisée tonico-clonique, ça peut être les crises non épileptiques psychogènes. Donc là, il y a un contexte psychologique particulier qui est à rechercher avec des psychotraumatismes anciens, ceux qui ont subi des sévices corporels, sexuels, psychologiques, etc. Là, la symptomatologie critique, elle est polymorphe et très prolongée. Donc il y a des mouvements de négation de la tête, donc la tête qui fait non, un balancement du bassin, des pleurs, la persistance des yeux clos, une résistance à l'ouverture des yeux, une activité motrice asynchrone et irrégulière. Donc là, voilà, c'est pas la définition de ce qu'on a vu avec des mouvements symétriques et synchrones, justement.
Parfois, les crises non épileptiques psychogènes peuvent être difficiles à différencier au plan sémiologique d'une crise épileptique, et seul l'enregistrement simultané vidéo et électroencéphalogramme permet le diagnostic en montrant l'absence d'activité épileptique à l'EEG, qui est concomitante des manifestations cliniques. Donc ça, on pourra le voir qu'avec cet enregistrement simultané d'une vidéo et de l'électroencéphalogramme, où on va voir si les troubles sur l'EEG se traduisent par la manifestation clinique de l'épilepsie. Voilà pour les 2 diagnostics différentiels de la crise généralisée tonico-clonique. Ensuite, devant la suspicion de crise focale, maintenant, il y a 3 diagnostics différentiels principaux qui doivent être retenus. Ça va être l'aura migraineuse. Donc là, le contexte de migraine est le plus souvent connu. Il y a une marche migraineuse, qu'on connaît, qui est plus progressive et plus longue qu'une crise épileptique. Ça s'étale sur une période de 5 à 60 minutes, avec une succession plus ou moins complète d'hallucinations visuelles, à type de phosphène, puis des troubles sensitifs, à type de paresthésie latéralisée, et enfin, on peut avoir des troubles phasiques, donc un manque du mot, des paraphasies, etc. Les céphalées, quant à elles apparaissent en fin de séquence et peuvent même là persister plusieurs heures à plusieurs jours même. Donc ça peut être très long pour l'aura migraineuse. Ensuite, deuxième diagnostic différentiel qu'il faut penser, c'est l'accident ischémique transitoire, donc l'AIT. Là, il y a un contexte de facteur de risque cardiovasculaire avec un déficit neurologique transitoire qui correspond à un territoire vasculaire et l'imagerie cérébrale sera normale. Ça s'installe d'emblée, donc il n'y a pas de dynamique temporelle comme dans les crises, il n'y a pas d'évolution. La durée est plus prolongée que la crise. Et la répétition d'un déficit neurologique stéréotypé d'allure ischémique transitoire, mais avec une stricte normalité de l'IRM, doit faire évoquer une crise d'épilepsie focale et recourir à un avis spécialisé, voire une vidéo EEG de manière prolongée. Donc voilà, si on a une stricte normalité de l'IRM, mais qu'on a ce déficit neurologique stéréotypé, il faut quand même évoquer la crise d'épilepsie focale, parce que dans l'AIT, on aura des anomalies à l'IRM. Et enfin, troisième diagnostic différentiel de la crise focale, c'est le malaise hypoglycémique. Donc là, il y a un contexte de diabète, d'intoxication à l'insuline, etc. Et donc là, on a des phénomènes déficitaires neurologiques qui peuvent aller jusqu'au coma même, et qui peuvent être observés durant une hypoglycémie sévère. Donc là, de manière associée, on va constater des phénomènes hyperadrénergiques, donc de l'agitation, des tremblements, des sueurs, de la tachycardie, de l'hypertension, etc. Le resucrage va permettre la correction de l'ensemble des troubles neurologiques et va confirmer le diagnostic. Attention, il y a aussi l'épilepsie qui peut se manifester. L'hypoglycémie peut aussi se manifester sous la forme d'une crise épileptique. Et donc là, on sera dans le cas d'une crise symptomatique aiguë. Mais l'hypoglycémie peut être un élément déclencheur, globalement, d'une crise d'épilepsie. Voilà. Mais le malaise hypoglycémique peut être un diagnostic différentiel de l'épilepsie focale. D'une crise focale d'épilepsie en tout cas. Alors, comment on va faire le diagnostic positif, maintenant qu'on a vu tout ça, qui soit syndromique et étiologique de l'épilepsie. Donc déjà, lors de l'anamnèse, on va rechercher des événements antérieurs suspects, de crises passées inaperçues, ou d'antécédents prédisposants. Ensuite, l'examen neurologique intercritique, donc pas au moment d'une crise, va être important, et on va rechercher des signes de focalisation, un retard des acquisitions, etc. Ensuite, avec l'EEG, voire l'EEG vidéo de manière prolongée, si l'EEG précoce était normal, on va pouvoir rechercher des éléments paroxystiques épileptiques. Donc ça va aider à faire le diagnostic positif. Après, on va faire une imagerie cérébrale, donc là une IRM encéphalique généralement, selon le diagnostic syndromique que l'on va retenir. Et après, bien sûr, il y a d'autres examens complémentaires qui sont possibles, notamment la ponction lombaire, où on va rechercher une maladie métabolique ou inflammatoire. Un bilan génétique aussi peut être intéressant, un bilan métabolique et aussi un bilan neuropsychologique. Voilà tout ce qui va permettre de faire le diagnostic positif.
Allez, maintenant, on va parler un petit peu des convulsions fébriles et leurs pronostics selon les critères de gravité. Donc ça, c'est un motif qu'on retrouve souvent aux urgences pour ceux qui vont y passer. Les enfants qui font des convulsions sur de la fièvre, sur un pic fébrile. Voilà, donc on va voir un petit peu leurs pronostics et comment on peut les identifier. Donc, là, ce sont des syndromes spéciaux. Il y a les crises hyperthermiques simples et les crises hyperthermiques compliquées. Donc ça, c'est souvent d'origine génétique et elles correspondent à des critères diagnostiques très stricts. L'âge de début se fait après 1 an de vie et donc là, la crise va survenir dans un contexte de fièvre qui est supérieur à 37,5 degrés. Ça va comporter des manifestations motrices symétriques qui durent moins de 15 minutes, sans déficit post-critique pour le coup, et qui reste unique pour un épisode fébrile donné. Voilà. Il faut qu'il y ait moins de 3 épisodes au total, et si ces conditions sont remplies, il n'y a pas d'indication à faire des examens complémentaires, notamment pas d'électroencéphalogramme, et il n'y a pas d'indication de traitement antiépileptique au long cours non plus. Et donc là, la prévention, elle se fait par contre par un contrôle de l'hyperthermie. Ah, tu veux sortir, Suzette ? Allez, ben, je t'ouvre la fenêtre. Allez, à tout à l'heure. Voilà, il y a Suzette qui est sortie. Alors, donc où est-ce qu'on en était ? Donc voilà, il faut prévenir ces crises hyperthermiques, ces crises convulsives hyperthermiques par le contrôle de l'hyperthermie. Donc donner du Doliprane dès qu'on voit que la fièvre monte un peu chez l'enfant. Lorsque l'un de ces critères n'est pas rempli, on parle de crise hyperthermique compliquée. Donc c'est-à-dire qu'il y a des éléments un peu plus flous. Et donc ça va justifier un bilan étiologique et un traitement antiépileptique de fond. Voilà. Et donc là, on va parler un petit peu maintenant d'épilepsie temporale médiale sur sclérose de l'hippocampe. Donc là, il y a des antécédents souvent de crises hyperthermiques compliquées qui sont là de manière fréquente mais qui peuvent être absentes. Mais bon, généralement, c'est un peu l'évolution de ça, de ces crises hyperthermiques compliquées. L'âge de début des premières crises non fébriles se fait entre 5 et 15 ans. Donc quand le bébé, enfin l'enfant est très jeune, c'est lorsqu'il y a des pics fébriles et après ça survient même en dehors d'un contexte de fièvre, donc entre 5 et 15 ans. Les types de crises qui prédominent, c'est des crises focales temporales internes, donc ça on les a vus juste au-dessus. Voilà. Généralement, il n'y a pas de crise focale secondairement généralisée sous traitement antiépileptique. C'est-à-dire que ça reste vraiment des crises focales et ça ne se transforme pas en crise généralisée tonico-clonique ou myoclonique, etc. Quand il y a un traitement épileptique bien conduit. Le pronostic, il est assez mauvais avec des médicaments seuls et il y a une pharmacorésistance fréquente, mais qui peut heureusement être accessible par un traitement chirurgical et qui permet la guérison dans 70% des cas. Donc voilà, si on administre seulement les médicaments, ça ne va pas durer parce qu'il y a souvent une pharmacorésistance fréquente, mais on peut l'opérer et ça permet de guérir dans 70% des cas. Et bon, désolé, j'ai mon nez qui se bouche un peu là, je suis assez malade en ce moment. Donc peut-être je vais éternuer ou je sais pas, mais en tout cas, voilà, mon nez il se bouche donc c'est pas très agréable, je pense, à entendre, tant pis. À l'IRM. Donc là, il y a un aspect de sclérose hippocampique qui se fait de manière unilatérale. Et donc là, on va demander un avis spécialisé hospitalier. Ça, c'est indispensable. C'est souvent le centre de référence ou de compétence des épilepsies rares. Dès que la pharmacorésistance est avérée, on demande cet avis hospitalier spécialisé pour envisager la chirurgie. Voilà. Alors, maintenant, on va passer sur la prise en charge et la conduite à tenir lorsqu'on est en présence d'une crise généralisée tonico-clonique. Alors, donc déjà, premièrement, la gestion d'une crise. Quand on assiste à ça, comment est-ce qu'on va gérer la situation ? Déjà, il faut noter l'heure de début, ça c'est important. Et il faut observer ensuite pour pouvoir décrire les signes cliniques. Généralement, on n'agit pas, on observe dans un premier temps. Après, bien sûr, il faut libérer les voies aériennes supérieures. Donc, sans introduire les doigts ou tout objet dans la bouche.
au risque de se les faire couper par les dents, parce que crise tonico-clonique, il y a des grosses activités musculaires de la mâchoire, des masséters, donc ils peuvent mordre très fort, sans le vouloir bien sûr, mais donc on ne met rien dans les doigts ou on ne met pas les doigts ou un autre objet dans la bouche. Voilà, dans tous les cas, ils ne vont pas avaler leur langue. On va juste libérer les voies aériennes en mettant PLS. Voilà, ça participe à la libération des voies aériennes supérieures et ça prévient aussi une pneumopathie d'inhalation en cas de vomissement associé. En cas d'épilepsie connue, donc généralement il y a un protocole médicamenteux qui est déjà mis en place. Et donc là, on va administrer une benzodiazépine de recours selon la prescription. Et donc là, ça se fait habituellement après 5 minutes de crise généralisée tonico-clonique. Et il n'y a pas d'hospitalisation systématique quand la crise d'épilepsie est connue, encore une fois. Par contre, en cas d'une première crise ou d'une crise inhabituelle, ou même si la durée est supérieure à 5 minutes, donc on passe dans la crise qui est à risque de se compliquer, un état de mal épileptique qui est en cours de formation, et bien là on appelle le centre 15 directement. Voilà, pour avoir un médecin au bout du fil et éventuellement apporter une équipe qui pourra après hospitaliser si besoin. Voilà pour la première phase de la gestion de la crise tonico-clonique. Ensuite, on va discuter de l'indication ou non d'un traitement antiépileptique. Donc là, ça ne doit pas être commencé de manière systématique devant toute première crise d'épilepsie, ce traitement antiépileptique. Il n'y a que des patients qui présentent un risque de récidive élevé de crise à long terme qui doivent être traités sur un avis spécialisé rapide. Donc là, dans un délai de 2 semaines généralement. Mais ça ne doit pas être fait dans l'urgence au service d'accueil des urgences, tout simplement. Il y a un délai de 2 semaines généralement pour prendre un avis spécialisé et évaluer s'il y a un risque de récidive élevé sur le long terme ou pas. Ensuite, l'introduction de ce traitement antiépileptique doit s'effectuer après une information claire et avec l'accord du patient adulte ou de la famille si ça survient chez un enfant. Et bien sûr, ce patient, que ce soit l'adulte ou l'enfant, doit comprendre les risques et les bénéfices qui sont attendus du traitement. Le choix du médicament y prendra en compte le syndrome épileptique et les caractéristiques aussi du patient. Voilà pour ça. Mais bien sûr, l'ordinateur il bug. Donc là, je suis pas avec le mien toujours, parce que le mien, je l'ai renvoyé pour en récupérer un nouveau. Bon, bref, c'est pas très intéressant à savoir. Donc, j'essaie de retrouver la partie que j'étais en train de traiter. Voilà. Donc là, on va voir maintenant les grands principes du traitement de l'état de mal convulsif. Donc là déjà, on part du principe que l'état de mal épileptique généralisé tonico-clonique, c'est une urgence vitale. Donc si on intervient avant 30 minutes, on va mettre en place déjà une première ligne de traitement. Là, ça sera une benzodiazépine en IV lente, en intraveineuse lente. Donc là, généralement, le clonazepam, 1 mg, qui est répété une fois s'il y a un échec au bout de 5 minutes. Voilà, donc si on arrive à l'administrer dans les premières 5 minutes, on le fait. IV lente, clonazepam, 1 mg. Et si au bout de 5 minutes, il n'y a toujours pas d'amélioration, on refait une dose de clonazepam 1 mg. Après, deuxième ligne de traitement. Donc là, c'est en cas d'échec 5 minutes après la deuxième injection de benzodiazépine, ou du coup 10 minutes après la première injection de benzodiazépine, puisqu'on a dit que si on avait un échec au bout de 5, on refaisait une dose. Donc là, on attend 5 minutes après la deuxième injection. On va mettre un antiépileptique d'action prolongée, en intraveineuse aussi, à la seringue électrique. Donc là, avant 4 ans, ça va être la phénitoïne, ou la phosphénitoïne, c'est un peu pareil. Et sinon, on va mettre le phénobarbital, qu'on connaît sous le nom de Gardénal souvent. Voilà, donc phénitoïne ou phosphénitoïne ou phénobarbital. La phosphénitoïne, son nom commercial, c'est le Prodilantin. Peut-être vous l'avez déjà entendu ce nom de médicament. Et après, il y a d'autres médicaments injectables qui sont utilisables aussi. Il y a le lévétiracétam, c'est le Keppra. L'acide valproïque, c'est la dépakine. Et le lacosamide, qui est le Vimpat.
Oula, avec le nez bouché, c'est dur à dire, le Vimpat. Voilà pour la deuxième ligne de traitement. Et enfin, il y a la troisième ligne de traitement. Donc là, c'est vraiment s'il y a une persistance de l'état de mal 30 minutes après l'administration de la deuxième ligne. Là, il y a une hospitalisation en unité de réanimation ou de surveillance au moins. On va faire une sédation avec propofol ou midazolam ou thiopental avec une intubation orotrachéale. Et donc là, cette situation, elle correspond à l'état de mal épileptique réfractaire. C'est une situation un peu critique là pour le coup. Voilà donc pour les traitements avant 30 minutes, donc qu'on peut intervenir avant 30 minutes. Par contre, après 30 minutes de crise, donc là, si on peut intervenir qu'à partir de ce moment-là, on va mettre une benzodiazépine et un antiépileptique d'action prolongée en IV de deuxième ligne. On va mettre les deux. Une benzo, clonazepam, et une deuxième ligne d'antiépileptique, donc phénitoïne, phosphénitoïne, phénobarbital, et après tout ce qui est Keppra, Dépakine, Vimpat, etc. Un peu ce qu'on a sous la main, quoi. Dans tous les cas, ensuite, donc on va mettre en condition le patient, bien sûr, donc comme on l'a un peu vu, avec une PLS, une libération des voies aériennes supérieures, une oxygénothérapie, une voie veineuse périphérique si on peut, une surveillance en soins continus, voire en réanimation médicale, avec un scope donc qui va nous donner la saturation d'oxygène, la fréquence cardiaque, la fréquence respi, la tension artérielle, la glycémie également, un ionogramme sanguin et un pH, une pH-métrie. On va donner aussi un traitement étiologique, bien sûr, si c'est une cause reconnue, on va essayer de traiter cette cause-là, et on va mettre en place rapidement un traitement antiépileptique de relais de la dose de charge. Parce que là, ce qu'on a dit donc, dans les 30 premières minutes, c'était des doses de charge, et après on met une dose de relais, qui est plus faible, mais plus étalée sur le temps, de traitement antiépileptique. Voilà. Et donc là, on va maintenant en venir aux principaux conseils que l'on peut donner sur la vie quotidienne des patients épileptiques. Donc déjà, il y a plusieurs informations à donner aux patients quant à la prise en soins non médicamenteuse, puisque c'est une maladie chronique au final. Donc là, de manière tout aussi importante que le traitement médicamenteux, la prise en charge d'un patient épileptique repose sur une éducation complète. Donc là, l'observance, la tolérance et l'efficacité thérapeutique vont dépendre principalement de la qualité de cette information qu'on va pouvoir donner aux patients. Il y a plusieurs points qui devront être abordés au cours des premières consultations. Donc déjà, des conseils sur l'observance thérapeutique. Donc là, ça va être bien sûr de prendre régulièrement le traitement antiépileptique, sans oubli bien sûr. Et donc là, il faut savoir que les troubles de l'observance, ça va être l'une des principales causes de la persistance des crises sous traitement. Il faut prévenir du danger d'état de mal épileptique et de mise en jeu du pronostic vital en cas d'arrêt intempestif des médicaments antiépileptiques. Donc vraiment, gros intérêt de prévenir ça et de vraiment les alarmer sur le fait qu'il faut vraiment qu'ils prennent leur traitement de manière assidue. Ensuite, quand on est bien sûr qu'ils vont faire une observance thérapeutique satisfaisante, on va leur parler des règles hygiéno-diététiques. Donc déjà, il faut favoriser un sommeil régulier parce qu'on a vu qu'un trouble du sommeil peut déclencher une crise. Après, il faut éliminer, ou en tout cas limiter, les facteurs favorisant des crises. Ça va être la dette de sommeil, l'exposition prolongée aux écrans et aux jeux vidéo dans les épilepsies généralisées, qui sont d'origine génétique et photosensibles surtout, ça représente 5% des épilepsies. Ensuite, bien sûr, il faut éviter les aliments ou les drogues proconvulsivantes, donc la cocaïne, l'héroïne, la THC, la prise d'alcool importante ou un sevrage brutal au contraire, le sevrage aux benzodiazépines aussi. Ensuite, il faut éviter l'excès d'excitants comme le café, le thé, le Coca-Cola non décaféiné, certaines plantes aussi qui sont à éviter, notamment sous forme d'huile essentielle, comme la sauge, le thym, l'eucalyptus, ou aussi sous forme de gélules, comme le millepertuis par exemple. Voilà, je ne sais pas trop qui prend ça, mais il faut l'éviter en tout cas. Ensuite, il faut prévenir les risques domestiques. Donc ça va être le risque de traumatisme lors des crises. Donc il faut privilégier des mobiliers sans arête, une literie basse,
un mitigeur d'eau chaude et froide, une protection des plaques de cuisson. Il faut éviter aussi les bains non supervisés, notamment chez les enfants, voilà, pour éviter de se noyer tout simplement. Ensuite, pour le permis de conduire, donc là, détail pratique mais important. La décision d'aptitude, elle sera prise par un médecin agréé qui figure sur la liste de la préfecture. Et ça va s'appuyer sur un certificat médical qui est fourni par le neurologue traitant. Dans le cadre d'une épilepsie qui est nouvellement diagnostiquée, il y a un délai d'1 an sans crise et sous traitement stable qui est nécessaire avant d'accorder une première aptitude pour le permis B. Il est nécessaire d'expliquer au patient qu'en dehors de toute validation préfectorale, la conduite automobile est interdite. Donc là, cette démarche doit être effectuée par le patient lui-même et le médecin il est tenu de l'informer de la législation, mais il n'est pas déchargé de son obligation du secret professionnel, y compris vis-à-vis du médecin du travail. Donc, on doit, en tant que médecin, garder le secret professionnel, même par rapport au médecin du travail. C'est le patient qui va gérer cette démarche-là, de faire valider à la préfecture l'autorisation de conduite. Pour le permis poids lourd et de véhicules de transport en commun, donc là c'est plus strict bien sûr, la conduite n'est autorisée qu'après 10 ans de guérison sans récidive et sans aucun traitement. Donc là, il faut vraiment prendre le temps et c'est pas gagné quoi. Pour les loisirs maintenant. Donc là, il va y avoir quelques activités proscrites, bien sûr, la plongée sous-marine, l'escalade sans sécurité, le tir sportif et le saut en parachute. Ça, c'est les activités sportives à risque. Après, il y a des activités à éviter en l'absence de contrôle de la maladie, ça va être la baignade sans surveillance. Et enfin, comme autre loisir à éviter, c'est surtout en cas de photosensibilité, il faut limiter l'exposition aux écrans, comme on l'a vu, l'usage de la tablette et du téléphone dans le noir, le séjour aussi en boîte de nuit, le séjour, voilà, on a compris, en boîte de nuit avec lumière stroboscopique, et aussi les lunettes de soleil polarisantes peuvent être prescrites si la photosensibilité est handicapante. Donc voilà, on peut prescrire ça, ces lunettes de soleil polarisantes. Ensuite, pour la scolarité, comment ça va se passer concrètement? Donc là, elle doit être maintenue en milieu normal autant que possible. Il y a un aménagement qui peut être proposé avec l'accord d'un tiers-temps pour les examens, l'aide aussi d'une auxiliaire de la vie scolaire, une AVS, et l'établissement d'un PAI va faciliter l'insertion scolaire. Un PAI, c'est quoi? C'est un projet d'accueil individualisé. Une scolarité adaptée peut aussi être envisagée selon la sévérité de la maladie et des comorbidités associées. Pour les activités professionnelles, donc chez les adultes, là il y a certaines activités professionnelles qui seront interdites aux personnes avec de l'épilepsie même bien contrôlée. Ça va être les emplois qui vont nécessiter un port d'armes, comme les militaires, les policiers, les gardiens de prison, etc. Les chauffeurs professionnels, donc conducteurs de poids lourds, de bus, d'ambulance, surveillants de baignade aussi, les professions du bâtiment, notamment charpentier, etc. Et donc dans ce cadre-là, il y a une reconversion professionnelle qui doit être envisagée le plus tôt possible. Et dans les autres cas, il y a des situations variables et l'interlocuteur privilégié, c'est le médecin du travail qui connaît bien le poste. Et donc il faut encourager le patient à contacter ce dernier afin qu'un aménagement de poste puisse être effectué. Il n'y a pas de liaison. En cas d'inaptitude professionnelle, il y a une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, donc RQTH, qui doit être instruite pour avoir des tiers-temps, des pourcentages de temps de travail, des indemnités, etc. Ensuite, parler aussi de contraception chez les femmes. Donc là, il faut savoir que les traitements antiépileptiques inducteurs enzymatiques, comme la carbamazépine par exemple, peuvent réduire l'efficacité des œstroprogestatifs oraux et des progestatifs implantables aussi. Donc les implants, il n'y a que ça qui me vient à l'idée, à l'esprit, voilà. Du coup, il y a une alternative par un dispositif intra-utérin, donc un stérilet au lévonorgestrel ou au cuivre, qui peut être mis en place. Aussi des méthodes de barrière, donc
préservatifs, féminin et masculin, etc. Donc ça, on doit proposer tout ça. Et il y a la prise d'une contraception orale par œstroprogestatif peut conduire à une baisse d'efficacité, au contraire de la lamotrigine. Et donc, il convient d'être prudent devant cette association et il faut en avertir le neurologue traitant pour modifier la molécule si besoin. Et enfin, les femmes et la grossesse. Donc là, il faut aussi évoquer ce sujet-là. Donc là, toutes les femmes en âge de procréer, même en dehors d'un désir de grossesse imminent, doivent recevoir une information complète sur ça. Donc il faut savoir que la grossesse est un événement qui conduit à des changements divers qui peuvent être responsables d'une aggravation de l'épilepsie. Et donc en cas de désir de grossesse, c'est un événement qu'il faut préparer avec le neurologue traitant pour se mettre dans les meilleures conditions. Voilà pour toutes les informations qu'il y a à donner. Donc c'est assez volumineux, souvent ça se fait en plusieurs consultations d'ailleurs. Pour ne pas donner trop d'informations d'un coup et pour étaler un peu, ça permet aussi de répéter les choses qui pourraient être mal comprises. Je dirais là ce soir, c'est galère. Hein. Et voilà, ça se fait pas d'un trait comme ça entre deux dans un couloir. Non, ça se fait vraiment avec des consultations bien préparées, répétées, etc. Donc, l'état de mal épileptique, on va parler un peu de ça. C'est une urgence vitale, comme on l'a vu. Donc là, le diagnostic de l'état de mal épileptique, il est clinique, tout simplement. Il y a des mesures thérapeutiques urgentes qui vont s'imposer dès que le diagnostic clinique est posé, car s'il dure plus de 30 minutes, le pronostic vital et fonctionnel est engagé, lié à l'hypotension artérielle et au collapsus, à une hypoxie, une rhabdomyolyse, une atteinte multiviscérale et une ischémie cérébrale. Voilà, donc c'est très grave et il faut vraiment mettre toutes les mesures thérapeutiques que l'on a vues un peu plus tôt. Voilà, alors maintenant on va parler un peu des épilepsies de l'enfant et notamment du syndrome de West. C'est un syndrome de spasme infantile. Donc ce syndrome de West, il est lié à une encéphalopathie épileptique qui est liée à l'âge et qui appartient au groupe des épilepsies avec des crises généralisées ou avec des crises focales ou aussi de début inconnus. Et donc là, les étiologies du syndrome de West peuvent être également diverses. Ça peut être soit de manière structurelle, soit de manière génétique présumée. Et on a notamment la sclérose tubéreuse de Bourneville et la trisomie 21 qui peuvent donner ces syndromes de West. L'âge de début, c'est de 6 mois. En tous les cas, c'est avant 1 an. Donc c'est entre 6 mois et 1 an généralement. Il y a un type de crise qui prédomine, notamment les spasmes en flexion. Donc ça, c'est défini par une triade. Donc premier point, les spasmes en flexion. Deuxième point, la régression psychomotrice. Et troisième point, l'hypsarythmie à l'EEG. Hypsarythmie, on va donner la définition. Hypsarythmie. Donc, c'est une anomalie, l'hypsarythmie de l'électroencéphalogramme qui est constituée d'une activité continue d'ondes cérébrales lentes, de pointes et d'ondes aiguës asynchrones et irrégulières qui vont changer à chaque instant de durée et de topographie. Voilà, il n'y a jamais, ça ne prend jamais d'aspect répétitif rythmique. Donc voilà, c'est vraiment typique du syndrome de West. C'est des ondes cérébrales lentes, pointes et ondes aiguës de manière asynchrone et irrégulière qui changent de durée de topographie tout au long de l'enregistrement. Voilà pour ça. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc, c'est cette triade-là, spasme en flexion, régression psychomotrice et hypsarythmie à l'EEG. Le pronostic est variable, mais il y a un risque élevé de pharmacorésistance et de troubles permanents du développement. Donc, pas top. Et donc, enfin, il y a un avis hospitalier rapide qui est indispensable pour confirmer le diagnostic positif, avec généralement l'EEG vidéo, donc l'enregistrement de l'électroencéphalogramme plus d'une vidéo associée. Et donc, il faut réaliser le bilan étiologique et débuter rapidement la prise en charge thérapeutique. Voilà pour ce premier type d'épilepsie de l'enfant, syndrome de West.
Ensuite, comme autre épilepsie de l'enfant, on a l'épilepsie absence de l'enfant. Donc ça appartient aux épilepsies généralisées d'origine génétique présumée, donc plus ou moins idiopathique. Grosso modo, c'est ça. L'âge de début se fait autour de 6 ans, donc assez tard, comparé au syndrome de West, qui est entre 6 mois et 1 an. Les types de crises qui prédominent, ça va être les absences typiques. Il peut y en avoir jusqu'à 100 par jour. Donc là, c'est l'histoire de mon pote là, qui se retrouvait face à son mur et qui avait les yeux dans le vide. Voilà, ça c'est les absences typiques. Après, il y a d'autres types de crises associées qui sont possibles, donc des crises généralisées tonico-cloniques, qui sont rares et par contre jamais initiales dans l'évolution, c'est tout le temps des absences typiques initialement, et il peut aussi y avoir des myoclonies. Le pronostic, donc il est plutôt bon parce qu'il est pharmacosensible dans 80% des cas. Donc il y a même la possibilité souvent d'arrêter le traitement après la puberté. Le EG, il est indispensable au diagnostic. Il est très sensible si une manœuvre d'hyperventilation est correctement réalisée, parce qu'on va pouvoir générer cette crise-là et on va avoir des décharges de pointe-onde généralisées qui sont synchrones pour le coup, donc à la différence de l'hypsarythmie du syndrome de West. Donc là, c'est synchrone à 3 cycles par seconde de décharge pointe-onde. Et c'est favorisé par l'hyperpnée, c'est pour ça que l'on peut le déclencher en fait avec le EG. Elle est aisément différenciée des épilepsies focales du lobe temporal sur l'âge de début qui est plus précoce. Et la sémiologie des crises absences, elles sont plus brèves aussi, ces crises absences, avec un trouble de la conscience qui est le signe prédominant, voire même exclusif. Ça, c'est présent pendant toute la durée de la crise. Et la récupération, par contre, elle est immédiate et sans déficit en post-critique. Sachant que l'étiologie génétique, elle est présumée avec une très bonne pharmacosensibilité habituellement. Donc c'est plutôt rassurant comme pronostic. Après, comme autre type d'épilepsie de l'enfant à connaître, c'est l'épilepsie myoclonique juvénile. Donc là, ça appartient aux épilepsies généralisées d'origine génétique présumée, comme pour l'épilepsie absence, donc plutôt idiopathique. L'âge de début, ça se fait à l'adolescence. Il y a un type de crise prédominant dans ce cas, c'est les crises myocloniques matinales qui sont souvent photosensibles. Il y a d'autres types de crises associées possibles, les crises généralisées tonico-cloniques notamment, qui sont en fait possibles dans tous les types d'épilepsie, mais pas au premier rang, quoi. Ça survient secondairement. Et là, dans l'épilepsie myoclonique juvénile, on peut aussi avoir des absences. Là, le pronostic, c'est pharmacosensible dans 80% des cas, mais par contre, il y a une pharmacodépendance à l'âge adulte. Donc là, ça veut dire qu'il est rarement possible d'arrêter le traitement antiépileptique, à la différence de l'épilepsie absence de l'enfant, où on peut arrêter le traitement à partir de l'adolescence, de la puberté. Là, l'épilepsie myoclonique juvénile, souvent, elle répond bien au traitement, mais il faut conserver ce traitement-là. Le EG, lui, il est aussi indispensable au diagnostic, il est très sensible, et comme pour l'épilepsie absence, notamment lorsqu'on fait un enregistrement prolongé et si on fait une manœuvre d'hyperventilation qui est correctement réalisée. Donc là, pour le coup, on aura des bouffées de polypointe ondes généralisées synchrones qui sont favorisées par la stimulation lumineuse intermittente. Voilà ce qu'on obtiendra à l'EEG. Et enfin, troisième maladie épileptique de l'enfant à connaître, c'est les épilepsies avec les crises tonico-cloniques seules, qu'on appelait autrefois les épilepsies du réveil. Donc là, c'est appartient au même groupe des épilepsies généralisées d'origine génétique présumée ou idiopathique. L'âge de début de ces crises tonico-cloniques seules, c'est à l'adolescence ou à l'âge adulte. Là, il y a un seul type de crise, c'est la crise généralisée tonico-clonique, qui est favorisée par le manque de sommeil et l'alcool. Là, le EG, il est indispensable au diagnostic, mais il peut être normal. Donc là, quand on observe des anomalies, c'est des pointes ondes et des pointes généralisées. Et là, le pronostic, il est plutôt bon parce que c'est pharmacosensible dans 90% des cas, à condition que les règles d'hygiène concernant le sommeil et l'alcool soient bien respectées. Voilà, cet item est enfin terminé. Donc épisode d'1 heure, encore un épisode assez long. J'espère que là vous tenez le choc. En tout cas, si vous n'avez pas le temps de le finir en un coup, vous pouvez revenir dessus, revenir en arrière
ou même le réécouter dans le futur si jamais vous êtes chaud et que vous suivez tous les épisodes dès leur sortie. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui les écoutent à chaque fois le jour même de leur sortie ou le lendemain, je ne sais pas. Sinon, si vous arrivez juste maintenant et que vous n'avez pas écouté tout ce précédent, eh bien, voilà, faites dans l'ordre qui vous fait plaisir. Dans tous les cas, il n'y a pas d'ordre à suivre. Ça vient comme ça vient, on va dire. L'idée, ça va être juste de tous les faire d'ici l'année prochaine, je pense, fin de l'année prochaine. Peut-être même début 2026, on verra. Si j'en fais à peu près 100 par an, voilà, on a pour 3 ans et demi, ça fait déjà un peu plus d'1 an maintenant. On va approcher de l'épisode 100 bientôt, je crois que c'est le 93 celui-ci. Donc voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît toujours autant. Désolé pour ma voix nasillarde, j'essaie de me soigner tant bien que mal à base de Actisoufre, Pivalone, etc. Bon, ça prend le temps que ça prend, mais bon, j'espère que ça va vite passer. Pas le plus agréable. Et puis moi, je vous souhaite à tous un bon mercredi si vous l'écoutez le jour de la sortie. Sinon, une bonne journée ou une bonne soirée si vous l'écoutez le soir, bien sûr. Profitez bien de votre journée. Voilà, faites-vous des petits plaisirs au quotidien, c'est toujours important. Faites du sport, ça, on n'en fait jamais trop pour sa santé mentale et physique. Voilà, prenez du temps pour vous, révisez bien et puis on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao.